3, 2, 1... Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous êtes zen, détendu et que vous avez pris une tisane, car aujourd'hui, j'aime ça, on repart en vidéo polémique. Ah ouais, carrément, t'as un petit côté sadique toi. J'avoue un peu, mais c'est le jeu aussi. Moi je suis là pour prendre position, je ne vais pas du tout dire que je détiens la vérité absolue, mais quand j'ai créé cette chaîne aussi, c'était pour donner mon avis. Je prendrais quand même vachement moins mon pied si je ne faisais que de la description sans jamais me mouiller. Bien sûr, je ne fais jamais ça à l'aveugle et à chaque fois, je tente de donner un maximum d'arguments. Ils convainquent, ils ne convainquent pas, peu importe, mais certains d'entre vous prennent ça beaucoup trop au sérieux. Quand je vois que certains m'ont unfollow ou que ma petite maman s'est faite insulter à cause de Damian Lillard, je me dis que ça va quand même trop loin. Ma pauvre daronne, qu'est-ce que je t'inflige avec cette chaîne YouTube? Oh Guillaume, laisse-moi tranquille un peu. Tiens, salut maman. Allez, keep calme tout le monde, ici on est entre potes. Et si vous préférez faire la guerre et oublier le respect, yep, autant vous désabonner, on n'est pas là pour ça. Du coup, après avoir classé les rookies, les sophomores et les meneurs en différents tiers, je m'intéresse aujourd'hui aux arrières, bien sûr en mode coast to coast. Alors pour ce classement, il y a des règles essentielles que j'ai choisi d'appliquer et qu'il ne faut surtout pas oublier. C'est important de capter ça car à mes yeux c'est essentiel pour comprendre le fonctionnement de ma pyramide. Le premier truc ici, c'est que j'évalue le niveau qu'affichent les joueurs à l'heure actuelle. Du coup c'est peut-être hardcore comme façon de faire, mais le potentiel de certains je m'en tape. Il y a des jeunes là, je suis persuadé qu'ils grimperont dans le futur, mais ce n'est pas la question. Mon but ici plutôt c'est de prendre une photo au moment M entre le début de la saison et maintenant. Ce qui a eu lieu avant le coup d'envoi aujourd'hui je m'en contrefiche et c'est la même pour ce qui aura lieu après. Et en fait, tout ce principe fonctionne sur d'autres domaines aussi. Ce classement, je le fais indépendamment des attentes qu'on pourrait avoir envers les joueurs en début de saison. Je le fais aussi indépendamment des contrats qu'ils ont signés. Pourtant, c'est tentant de tout lier et de faire autrement, c'est juste humain, moi-même j'ai du mal à m'en détacher. Et je le vois en commentaire, pour beaucoup d'entre vous c'est la même chose. Un joueur qui surprend agréablement, on a souvent envie de le mettre hyper haut pour valoriser sa progression. Au contraire, un gars qui déçoit tellement ça rend deg, c'est logique, on a envie de le pénaliser sévère. Sauf que si ça se trouve, la vérité c'est que le mec qui déçoit sera quand même meilleur que le mec qui surprend. Voilà pourquoi ce n'est pas mon but de me servir des attentes ou des contrats comme référentiel. Pour simplifier, imaginez qu'on compare des joueurs qui ont tous le même âge, tous le même contrat, qui n'ont jamais joué en NBA avant et dont on n'attend rien du tout. Je sais que c'est dur, mais à mes yeux, c'est le seul moyen d'élaborer cette pyramide comme je l'entends. Ok, ça c'est noté. Par contre, tu parles des arrières aujourd'hui. Comment tu définis les postes? Je sais que ça fait souvent débat, ça aussi. Ah ça, tu l'as dit, et même si dans la NBA d'aujourd'hui, franchement, les postes, ça ne veut plus rien dire. Pourtant, ici, il y en a quand même qui se régalent à faire des méga dramas à ce propos, c'est ouf. Quand je tranche moi-même pour les postes, j'entends dire que je n'y connais rien. Et d'un autre côté, quand j'essaye de suivre ce qu'ont fait les experts de basketball référence, je suis un mouton. Du coup, j'assume complètement être un mouton, surtout pour quelque chose qui est devenu si subjectif en 2021. En fait, pour éviter toute polémique, je pense qu'il est nécessaire de se référer à quelque chose de sérieux. Et même s'il y a plein de points sur lesquels je suis en désaccord avec Basketball Référence, je n'ai pas la prétention de dire que je présente une meilleure expertise que la leur. Du coup, avant de crier au scandale parce que j'ai oublié votre chouchou, je vous invite à checker à quel poste Basketball Référence l'a mis pour la saison 2020-2021. Pour vous faciliter la tâche, je vous mettrai le lien en description. Bref, c'était un peu long, mais je me dis que si ça peut éviter quelques dramas en commentaire, ça valait le coup. Alors maintenant, c'est parti, on ne perd pas plus de temps et on regarde où en sont les principaux arrières en NBA pour cette saison 2020-2021. Pour commencer, c'est la coutume, je vous liste les principaux absents. Je ne vais pas donner leur nom ou rentrer dans les détails les concernant, car chacun manque à l'appel pour des raisons qui lui appartiennent. Tous ont joué des matchs cette saison, mais tous ont également connu des difficultés. Ça peut venir de pépins physiques, d'un âge qui avance, d'un fit qui ne va pas, peu importe. Tous ces gars, j'aurais pu m'imaginer les foutre dans ma pyramide, mais je ne leur ai pas trouvé de place. Ouais, comme pour toutes mes vidéos en tiers, je me limite à 30 spots, et évidemment, il y a des recalés. Alors big up à vous tous que j'ai affiché, je ne vous souhaite que de... Quand je vous disais que c'était explosif aujourd'hui. Alors big up à vous tous là que j'ai affiché, je ne vous souhaite que de remonter pour la deuxième partie de la saison. Du coup, on commence avec le Tier 5, celui qui correspond pour moi ni plus ni moins aux starters. Ici, 9 joueurs, Donte DiVincenzo, Luguentz Dort, Anthony Edwards, Eric Gordon, Kevin Huerter, Shake Milton, Malik Monk, Terence Ross et Gary Trent Jr. De beaux noms quand même. Petite précision encore à ceux qui pensent que je manque de respect à ces joueurs, moi je le vois différemment. Ici, dans cette vidéo, le Tier 5, ce n'est pas celui des nuls, pas du tout. S'ils sont là, c'est qu'à mes yeux, ils font déjà partie des 30 meilleurs joueurs à leur poste, et c'est très lourd. Du coup, soyez-en conscients, il n'y a que du respect ici. D'ailleurs, commençons par Donte DiVincenzo, l'un de mes petits chouchous issus de la fac de Villanova. Si l'on regarde ses stats au premier coup d'œil, c'est pas ouf, c'est vrai. Mais ce que je veux mettre en valeur aujourd'hui va bien au-delà des chiffres. Ce que j'aime, c'est ce joueur, c'est sa faculté à faire toujours les bons choix dans les moments décisifs. 2 fois champion NCAA, il sait ce que gagner demande, et ça se voit. Le mec fera toujours la passe qu'il faut, mettra le 3 points important, se battra au rebond, fera une petite interception, c'est ce que j'aime chez lui. Offensivement comme défensivement, il est un maillon essentiel des Bucks aujourd'hui 3ème à l'Est. Pour moi, rien que ça vaut bien une place dans les 30. Dans un autre profil, voici Luguentz Dort.
si l'on regarde ses stats offensifs, ça fait peur, 12 points par match à 38% au tir, qu'est-ce que ce gars fout ici? Eh bien je tiens à mettre en valeur sa défense. Tout le temps envoyé en mission face aux meilleurs scoreurs adverses, l'arrière s'en sort régulièrement très bien. Avec son physique de taureau, il peut vite devenir un cauchemar pour son vis-à-vis, et ça me plaît, cela lui vaut une place de titulaire indiscutable dans une équipe du Thunder qui cette saison s'en sort plutôt pas mal finalement. Si l'on ajoute à ça le fait qu'il puisse être clutch comme ce fut le cas face aux Spurs il y a quelques semaines, je trouve qu'avec Lou Dort on a un vrai client pour ce tier 5. À mes yeux dans son rôle il s'en sort ultra bien et ça me paraît important de le récompenser. Arrive maintenant le numéro 1 de la dernière draft, Anthony Edwards. Le rookie a de vraies qualités au scoring et ça mine de rien c'est sacrément cool. Avec sa détente et ses tomards de fou furieux, il suscite une grosse hype autour de lui et là-dessus je ne peux que m'incliner. Mais est-ce que ça suffit pour viser plus haut que le tier 5? Aujourd'hui je ne pense pas. Le potentiel est bel et bien là, mais comme je l'ai dit dans cette vidéo, ça ne m'intéresse pas. Depuis le début de la saison, malgré des qualités flagrantes, Edwards a aussi de vraies failles. Ses choix offensifs sont souvent suspects, et ça explique en grande partie son adresse catastrophique. Et le problème, c'est que contrairement à Dort, il ne compense pas vraiment en défense, où avec lui, c'est souvent journée portes ouvertes. Son réel talent au scoring le sauve tout de même et lui permet d'atteindre cet échelon. Ceci dit, son manque de maturité dans ses choix au sein d'une équipe au bilan catastrophique ne lui permet pas de viser plus haut pour l'instant. Mais bon allez, ne soyons pas sévères parce que je n'ai aucun doute sur le fait qu'il grimpera dans le futur. D'ailleurs, en parlant de résultats collectifs catastrophiques, c'est pas mal d'évoquer Eric Gordon aussi. À Houston, depuis le départ de James Harden, c'est la descente aux enfers. Le fond de jeu est catastrophique et malgré de beaux noms sur le papier, beaucoup sont en difficulté. Dans ce marasme, Eric Gordon, mine de rien, arrive à donner le change. Le mec fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire scorer ses 15-20 points par rencontre, mais le truc c'est qu'à part ça c'est assez pauvre. Ça ne permet pas aux Rockets de gagner et ça ne lui permet pas non plus de viser plus haut que le tier 5. Dans un autre profil, parlons de Kevin Huerter des Hawks. Dans son rôle, c'est-à-dire celui du shooter, du scoreur, lui aussi j'aime bien ce qu'il fait. Dans le jeu sans ballon, les démarquages et la prise d'écran je le trouve très efficace. Il a d'ailleurs développé un petit mid-range dernièrement qui n'est pas pour me déplaire. En parallèle, il a une bonne vision de jeu aussi, et ses prises de décision sont très respectables. Il est un joueur intelligent et c'est tout à son honneur. Cependant, ça ne suffit pas selon moi pour viser plus haut pour l'instant, en raison notamment d'une irrégularité trop présente. Plusieurs fois cette saison, je l'ai vu balancer des 1 sur 9 ou des 2 sur 8 à 3 points, et c'est sûrement trop faible pour quelqu'un dont ça doit être le rôle principal d'assurer derrière la ligne. Après, Huerter n'a que 22 ans, et clairement je pense qu'il a encore le temps de gagner en constance. Ça ne m'étonnerait donc pas, lui aussi, de le voir mieux classé dans les années à venir. Let's go Shake Milton, maintenant la petite étincelle des Sixers en sortie de banc. Ce qui est appréciable avec ce gars un peu sorti de nulle part, c'est qu'il n'a peur de rien. Être la menace principale de la seconde unit d'une équipe qui s'affiche en tête de sa conférence, c'est quand même pas mal. L'arsenal dont dispose l'arrière pour marquer des points est très intéressant, et en plus en défense il fait le job. Maintenant, si je devais relever quelques failles, parce qu'il y en a, j'aimerais parler de ses choix offensifs. Il est encore un joueur trop prévisible, notamment sur pick and roll, où parfois il forcera des passes impossibles plutôt que de s'adapter, c'est dommage. Plutôt que de lire les défenses et de prendre ce qu'on lui offre, il aura tendance à faire trop ce qui est attendu de lui. Évidemment, ce côté prévisible, ça facilite grandement la tâche des défenseurs. Sa lecture de jeu doit donc progresser, et dans certains domaines, je le trouve vraiment raw encore. Voilà en gros ce qui lui manque à mes yeux pour viser le tir supérieur. Allez, Malik Monk désormais qui enfin commence à afficher un level intéressant. Sous le maillot des Hornets, pour la première fois de sa carrière, il arrive à enfiler le costume de sniper d'élite, et c'est plutôt pas mal. Le mec tire à 44% à 3 points et est une réelle menace sur le banc de Borrego. Capable de prendre feu très vite, Monk fait partie de ces joueurs allumettes capables de s'enflammer à tout instant. Puis on sent qu'il a un vrai mental aussi. Mis au placard en début de saison, il n'a jamais baissé la tête. Quand on lui a enfin donné une opportunité intéressante début février, face au Heat, l'arrière a su la saisir. 36 points pour lui dans une victoire grandement due à ses paniers hyper clutch, bravo. Alors lui aussi a de vrais progrès à faire dans sa régularité et sa prise de décision, mais là, pas de doute, il a franchi un cap. Pour ça, pour le niveau qu'il affiche actuellement, je pense qu'il mérite d'être dans les 30. Partons chercher du vétéran maintenant avec Terence Ross qui, année après année, avec le Magic, fait ce qu'on attend de lui. Dans son rôle de scoreur dynamique, sa place en sortie de banc est bel et bien définie à Orlando. Shooter athlétique, il est un adepte du jeu en transition. Il sait également être clutch et faire les bons choix lorsqu'il faut, et avec l'âge, je trouve qu'il se bonifie. Il prend de moins en moins de pull-up forcés et devient de plus en plus efficace sur ses drives, c'est intéressant. Même s'il ne sera probablement jamais plus qu'un scoreur décisif capable de faire le job en défense, son expérience mixée à ça lui offre à l'aise, je pense, sa place dans les 30. Enfin, concluons cet étage avec Gary Trent Jr. qui, cette saison, confirme les belles choses montrées à Disney il y a quelques mois. Depuis la blessure de CJ McCollum, celui-ci est titulaire à Portland et il fait très bien ce que l'on attend de lui, c'est-à-dire shooter. Quand il est en feu, comme ce fut le cas face à Washington début février, l'arrière devient inarrêtable. 7 sur 9 à 3 points, comment tu peux tester? Très bon sur catch and shoot, il est capable de profiter des espaces créés par la gravité de Damian Lillard pour briller. De plus, en ce moment, il semble en rythme et sa régularité est à souligner. Sûrement trop unidimensionnel pour viser plus haut, par contre, il mérite quand même, je pense, assez largement sa place dans ce tier 5.
On grimpe d'un étage maintenant pour passer au tir fort, celui des lieutenants. Ici nous avons du beau monde déjà avec R.J. Barrett, Malik Beasley, Seth Curry, Tim Hardaway Jr., Tyler Herro, Buddy Hield, Caris LeVert et Victor Oladipo. Ça sent qu'on monte en température, non? Le premier que j'évoque ici, c'est R.J. Barrett. Lui, je l'adore et je suis persuadé qu'il sera plus haut dans quelques années, mais pour l'instant, sa place me semble cohérente. Quoi qu'il arrive, j'aime le costume qu'il est en train d'enfiler avec Tom Thibodeau. De plus en plus créateur, il apprend à jouer vraiment avec les autres, mais aussi à faire les bons choix. Parlons de son tir à 3 points par exemple. Conscient qu'il n'est pas hyper adroit, Barrett ne se cantonne qu'à prendre des bons shoots, et ça fonctionne. Depuis une dizaine de matchs, il est à plus de 50% derrière la ligne, alors ok, avec même pas 3 par rencontre en moyenne, le volume est faible, mais cela prouve qu'il shoot quand il faut, et c'est intéressant. Finisseur d'élite dans la peinture, le Canadien joue principalement sur ses forces, et je trouve ça intelligent, ça me plaît. Maintenant, je trouve qu'il fait encore trop d'erreurs de jeunesse pour viser plus haut à ce jour. D'ailleurs, Tom Thibodeau n'hésite jamais à les lui faire payer en l'envoyant directement sur le banc quand ça arrive trop souvent. Nous verrons à l'avenir si cette méthode porte ses fruits, mais pour le moment, je suis assez optimiste. La suite est coucou Malik Beasley depuis ta cellule, ah sacré Malik. Heureusement pour lui qu'on ne juge que du terrain aujourd'hui, parce que personnellement, ce qu'il fait en dehors, je n'aime pas vraiment. Mais bon, je n'insiste pas trop dessus, parce que mine de rien, ce qu'il fait avec Minnesota me fait plutôt halluciner sur le parquet. Offensivement, lui-même affirme qu'il a des stats de All-Star, et si l'on met de côté le bilan catastrophique des Wolves, c'est vrai qu'il n'en est pas trop loin. Maintenant, malheureusement pour lui, la réussite collective est loin d'être un détail à mes yeux. Et puis allons-y franchement quand même, le fait qu'il soit souvent dans la rubrique fait divers et même suspendu pour ça m'inquiète. Alors ok, je fais mon max pour ne pas prendre en compte ce qu'il se passe en dehors du terrain, mais ce qu'il a fait me répugne. Pointer un fusil en direction de son fils, c'est dramatique. Et quand ça influe sur la compétition avec une suspension, ça me paraît impossible de zapper ça lorsqu'on évalue son level. Donc ok, Malik Beasley est plutôt bon, mais son trop faible nombre de victoires et son bannissement de 12 matchs m'empêchent de le classer plus haut. Let's go Seth Curry maintenant, l'arrière des Sixers. En voilà un qui a bien trouvé son rôle à Philadelphie et qui a commencé sa saison sur les chapeaux de roue. Vous vous rendez compte qu'en shootant près de 5 triples par match, il est à 45% de réussite et fait partie des joueurs les plus adroits en carrière à 3 points all-time. Ouais, il y a que Steve Kerr qui est devant lui. Mais aujourd'hui justement, on ne parle pas de toute sa carrière, mais juste de la saison qui est en cours, et c'est quand même un truc de dingue. Il apporte exactement ce qu'il faut dans un secteur où les 76ers pêchaient avant son arrivée. Et ce qui me plaît en plus de ça, c'est qu'il n'est pas qu'un shooter unidimensionnel. Désormais, il sait très bien profiter des close-out pour feinter les défenses, partir en dribble et balancer un petit flotteur. C'est plutôt fort. Maintenant, soyons honnêtes aussi. Depuis qu'il a chopé la Covid, il peine à retrouver sa condition physique et le level qu'il avait en début de campagne. C'est dommage. Les cartons de décembre semblent loin et son manque de régularité est de plus en plus flagrant. Cependant, pour ce rôle primordial qu'il assume dans une équipe en tête de sa conférence, il mérite selon moi amplement le tir fort. En fait, je me rends compte qu'à cet étage, je parle de tout plein de gars qui pourraient viser plus haut, mais à qui il manque un truc. Tim Hardaway Jr. n'échappe pas à la règle. Pour ce qui est de mettre le ballon dans un panier, l'arrière des Mavs est très fort, mais pour le reste, c'est plus compliqué. Il fait partie de ce genre de joueur qui voit le cercle et encore le cercle, en mode tunnel vision. Maintenant, quand il est chaud, le gars peut allumer n'importe qui en face de lui, en enchaînant flèche sur flèche à 3 points. Malheureusement, il est loin de faire ça tous les soirs, mais en plus de ça, moi, ça ne me suffit pas pour viser plus haut. J'aime les gars qui sont polyvalents, qui savent prendre les bonnes décisions et lâcher le ballon quand il le faut. Hardaway n'en est pas là. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de voir l'impact qu'il a dans son équipe. Souvent, quand il est bon, Dallas gagne et vice-versa. C'est pour ça aussi que ce manque de régularité est réellement frustrant. Ceci dit, terminons là-dessus, je le trouve bien meilleur depuis qu'il sort du banc. Je préfère le voir assuré face aux secondes unit adverses, plutôt que de le voir trop responsabilisé face aux titulaires. Je pense vraiment que c'est un levier de progression qu'il faut creuser à Dallas. Évoquons désormais Tyler Herro, devenu le chouchou de pas mal de monde depuis ses playoffs de l'an dernier. Mais bon, si vous avez compris mon concept, vous avez capté que ces perfs dans la bulle ne seront pas prises en compte dans mon évaluation d'aujourd'hui. Et cette saison, un peu à l'image du Heat, Tyler Herro, je trouve que c'est un peu tout ou rien. Après, des excuses, il en a, hein. Il a manqué pas mal de matchs pour des raisons diverses, et ce n'est pas vraiment simple de trouver son rythme dans ces conditions. Puis ce qui le sauve, c'est qu'il n'a peur de rien, c'est ce qui définit le plus son caractère. Les jours où ça veut bien, le gamin est incroyable, ça s'est vu au mois de janvier lorsqu'il a enquillé 65 points en 2 matchs par exemple, sauf qu'il peut également passer complètement à côté. Face aux Pels il y a quelques jours, l'arrière a terminé à seulement 2 points en 27 minutes, il a été complètement fantomatique. Après, c'est sûrement dû à sa jeunesse aussi, mais ces exemples illustrent très bien le début de saison de Tyler Herro. À lui désormais de trouver un peu de constance et de trouver son groove pour de bon afin de viser les étages du dessus. Buddy Hield maintenant, ah que je suis frustré de le mettre si bas tellement il déborde de talent. Utilisé essentiellement comme un scoreur-shooter sur le début de sa carrière, il montre de vraies nouvelles choses cette année. Il apprend à jouer avec et sans la balle, il distribue de mieux en mieux, et de plus en plus il joue pour le collectif et s'implique en défense, c'est très bien. Si on ajoute à ça son talent indéniable de scoreur,
sur le papier, il y a vraiment de quoi viser plus haut. Sauf que mince, ses choix sont souvent à vomir. Si je schématise, lorsqu'il a un boulevard pour pénétrer, il tire de loin, et lorsque la raquette est complètement fermée, il va forcer dans la peinture. À mon avis, c'est ce comportement qui explique en grande partie son adresse hideuse de 39% de réussite. Avec un poil plus de QI basket, je suis persuadé que Hield pourrait viser bien plus haut dans cette pyramide, ou avec un meilleur coaching peut-être aussi. En tout cas, à ce jour, dans ce domaine, même s'il y a des pistes de progression, il a encore tout à prouver. Place à Caris LeVert pour continuer, qui est très difficile à juger. Le pauvre, quand il est arrivé à Indiana, on lui a diagnostiqué un cancer du rein. Même si depuis il a été opéré avec succès, il n'a toujours pas joué un seul match avec sa nouvelle équipe, même si ça devrait être imminent de ce que j'ai compris. C'est compliqué, n'empêche que pour les très belles choses qu'il a montrées en début de saison sous le maillot de Brooklyn, je voulais parler de lui aujourd'hui. Alors qu'avant l'arrivée d'Harden, les Nets peinaient à trouver de la régularité, LeVert, je trouve, était une vraie satisfaction. Capable de scorer avec une vraie constance, il se transformait également de plus en plus en playmaker. Bravo. Il fait partie de ces joueurs que je trouve hyper élégants et que j'adore voir jouer. Et pour ceux qui ne le connaissent pas trop, je vous invite à mater ses 43 points inscrits face aux Grizzlies en janvier dernier. Ouah, mais attends, de ce que tu dis, le mec est un crack en gros. Pourquoi tu ne le classes pas plus haut? À cause de son cancer? C'est sale. Non, détrompe-toi. En fait, ce qui m'a gêné avec LeVert, c'est que la plupart de ses grosses perfs ont eu lieu lors de défaites des siens. Pour moi, il ne pesait pas assez dans les wins pour vraiment revendiquer un tir supérieur. Et malheureusement, il n'a pas encore eu l'occasion de me faire mentir sous le maillot des Pacers. Du coup, pour l'instant, il reste là, mais je lui souhaite tout le bonheur du monde et j'espère qu'il va réellement monter, car il est un de mes joueurs préférés. Allez, on termine cet échelon avec un joueur qui incarne exactement ce que j'expliquais en intro, Victor Oladipo. Le mec est tellement décevant dans une équipe à la dérive que le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est de le tacler sévèrement. Voir un joueur avec tant de talent shooter comme ça, n'importe comment, j'avoue que ça hérisse le poil. Oladipo tente plus de 7 triples par match alors que ce n'est pas du tout sa spécialité. On dirait qu'il est en mode rien à battre, il tente de briller seul justement quand son équipe a besoin de construire un collectif. Après il a les beaux discours devant les journalistes, mais sur le terrain je trouve qu'il ne met pas du tout ça en application. Houston actuellement se prend des branlées par tout le monde et Victor n'est pas étranger à ça. Le fond de jeu de l'équipe est pourri et là-dedans c'est clair, l'arrière a sa part de responsabilité. Franchement c'est relou, il vaut tellement mieux que ça, mais là force est de constater que depuis sa blessure c'est quand même compliqué. Maintenant il reste un vrai joueur, capable de scorer, de défendre, de faire des passes, de prendre des rebonds, je suis donc obligé de le mettre dans le tir fort. Par contre, j'ai dû me faire violence. Vu comment il me déçoit dans l'impact qu'il a dans sa team, ça m'a démangé de le mettre plus bas. On monte d'un étage et on commence à aborder des joueurs qui ont une sacrée valeur, ceux que j'ai appelés les stars. Bon, après chacun sa définition du nom star, mais je trouve que les noms qu'on va aborder sont plutôt cool. Il s'agit de Jordan Clarkson, Norman Powell, Terry Rozier, Dennis Schroeder, Colin Sexton et Fred VanVleet. Tous ces gars qui ont une grosse valeur dans leur team sans pour autant être des franchise players. Le premier que j'évoque, Jordan Clarkson, c'est votre favori pour le trophée de 6e homme de l'année, et le mien aussi. En même temps, c'est clair que selon moi, à ce sujet, pour le moment, il n'y a aucun débat. Le Jazz domine la ligue actuellement grâce à son collectif, mais aussi parce que chaque pièce est utilisée parfaitement par le génie du coaching qu'est Quinn Snyder. Et Clarkson, depuis son arrivée sous ses ordres à Salt Lake City, a vécu une véritable transformation. Du statut de croqueur, il est passé à celui de joker, avec un apport extrêmement valuable. Aujourd'hui, sa sélection de tir est propre, je m'attendais pas à ça, et plus que jamais ça m'épate. Dans son style bien particulier, il alterne très bien entre triple, pénétration et flotteur. Capable de créer son tir, il drive la seconde unit de main de maître, est un danger constant pour les défenses adverses, et est capable d'énormes cartons. Parlez-en aux Sixers par exemple qui en ont mangé 40 dans la face de sa part lors de leur premier match face à Utah. Alors bien sûr, après, Clarkson est un scoreur unidimensionnel, mais qu'est-ce qu'il fait ça bien? Avoir un tel rôle dans l'équipe qui présente le meilleur bilan de la ligue, pour moi ça vaut clairement minimum un tier 3. Vient maintenant Norman Powell qui après son début de saison très compliqué a eu très chaud. Sauf que là depuis un peu plus d'un mois, l'arrière est tellement en train de monter en puissance qu'il arrive in extremis à s'accrocher à cet échelon. Depuis le mois de février, il tourne à 23 points par match à 53% au tir, dont 47% à 3 points. C'est pas un truc de dingue, surtout qu'en parallèle, plus Powell performe, plus les Raptors gagnent. Le début de saison de la franchise canadienne était très inquiétant, mais quand Nick Nurse a mis Powell dans le 5, tout a changé. Plus le temps avance et plus il devient la première option de sa team. Je dis pas que c'est le cas tous les soirs, mais quand même de plus en plus régulièrement, il termine meilleur scoreur. Capable de marquer aux 3 niveaux, mais aussi de défendre, il est selon moi l'une des clés des succès récents de Toronto. À mon sens, il n'y a plus qu'à maintenir ce level sur la durée pour confirmer
confirmer cette présence à cet échelon et peut-être même viser au-dessus. Parlons maintenant de Terry Rozier, qui discrètement, dans l'ombre de la hype véhiculée par LaMelo Ball, réalise sa meilleure saison en carrière actuellement. Quand l'on regarde les Hornets jouer, je trouve ça flagrant comment Rozier se comporte en patron. Et le mieux, c'est que plus le match avance, plus c'est le cas. Spécialiste des 4e quart-temps, le frelon attend souvent ce moment-là pour exploser, et franchement c'est beau à voir. Enfin, il obtient le statut qu'il revendiquait constamment lorsqu'il portait le maillot des Seas. Là, ce qui me plaît, c'est qu'en étant décalé au poste 2, on attend moins de lui qu'il crée et qu'il distribue. Il n'a plus besoin de forcer balle en main et peut davantage s'épanouir off the ball. Les résultats sont flagrants. Les shoots qu'il prend sont bien plus réfléchis et ses pourcentages bien plus propres. Après, bien sûr, il a des limites en défense, mais il les compense avec une hargne et un esprit de compétition exemplaire. Alors après, soyons francs, je ne pense pas qu'il ait suffisamment de talent pour un jour viser le statut de superstar. Par contre, l'intensité qu'il met dans son jeu, mais aussi son efficacité dans les 4e quart-temps, fait qu'il mérite selon moi une vraie place dans ce tier 3. Place maintenant à Dennis Schroeder, que perso j'aurais peut-être eu tendance à considérer comme un meneur. Sauf que Basketball Référence a préféré le mettre au poste 2 et je peux le comprendre. Quoi qu'on en dise, le créateur numéro 1 chez les Lakers, c'est bel et bien toujours LeBron. Mais bref, comme je l'ai déjà dit, le but ici n'est pas de débattre de la répartition des postes, alors analysons plutôt ce que Schroeder apporte. Et déjà, quelque chose qui saute aux yeux, c'est que si l'on regarde ses stats, l'Allemand semble bien en dessous des autres gars qui se situent à son niveau. Alors mérite-t-il d'être classé si haut? Eh bien, je mets les pieds dans le plat, oui, car réellement, je veux aller plus loin que les chiffres. Sa présence dans le 5 des Lakers nous permet de retrouver un peu le LeBron du Heat, je trouve. À ce propos, les stats avancées ne mentent pas du tout d'ailleurs. Cela faisait 8 ans que le King n'avait pas marqué autant de points sur des cuts sans la balle. En déléguant un peu de la création à Schroeder, James brille désormais dans un rôle qui lui convient mieux, je pense. Après, bien sûr que le King est capable de driver une équipe de A à Z, comme il le faisait l'an dernier, mais ce n'est pas dans ce costume que je le préfère. Parce que ouais, grâce à la présence de Schroeder, je trouve que LeBron a gagné en efficacité et en propreté. Et oui, l'Allemand fait toutes ces petites choses nécessaires. Il monte la balle, il prend ses responsabilités, il exécute les systèmes, il attire les défenses grâce à ses qualités en drive et surtout, il fait de vrais efforts défensifs. Toutes ces choses ne se voient pas forcément dans un box score et pourtant elles sont primordiales. Son rôle est essentiel à Los Angeles et si vous en doutez encore, regardez mieux les chiffres. Sur les 4 matchs qu'il a manqués, les Lakers ont perdu 4 fois. Dès son retour, l'équipe a remporté les 2 succès suivants. Avoir tant de responsabilités dans la win d'une équipe qui vise le titre, pour moi ça vaut bien un tier 3. Colin Sexton maintenant qui est dans une situation tout à fait différente. Individuellement, l'arrière brille sérieusement, mais il évolue dans une équipe de Cleveland qui squatte les bas-fonds des classements. Devenu le leader évident de sa team, pourtant il fait ce qu'il peut, et là ça se voit dans les stats. Scorer 24 points par rencontre à 49% au tir, c'est quand même assez insane. Le gamin de 22 ans a du talent, et c'est clair, il sait l'exploiter. De plus en plus, il enchaîne les cartons offensifs, et c'est beau à voir. Maintenant, j'ai clairement du mal à le mettre plus haut pour 2 raisons. La première, c'est qu'en défense, il a d'énormes progrès à faire. La deuxième, c'est qu'il souffre de jouer à Cleveland. Dans une équipe qui est autant en galère, on a l'impression que beaucoup seraient capables de briller comme il le fait, et ça, je pense que ça ne va pas vraiment dans son sens. N'empêche que bon, je critique, mais être dans le tier 3 à seulement 22 ans, c'est plutôt très lourd. On boucle cet étage avec Fred VanVleet, délicieusement surnommé par Jacques Monclar, le cycliste. Forcément, avec le contrat à plus de 80 millions sur 4 ans qu'il vient de signer, on était en droit d'attendre beaucoup de sa part. Mais peu importe, car le salaire qu'il touche n'a rien à voir dans le projet d'aujourd'hui. Et ce qui est sûr, et ça a à voir, c'est que dans son rôle, l'arrière assure. Si encore l'an dernier on pensait que le statut de franchise player serait réservé à Pascal Siakam, aujourd'hui ça se discute. Cette saison, le Camerounais est en galère avec son tir de loin et peine à porter son équipe comme on l'aimerait. Cependant, si Toronto ne coule pas complètement et est encore en course par les playoffs, c'est parce que Fred VanVleet, lui, est plutôt bon. Bien sûr, on pourrait parler de ce jour où il a mis 54 points face au Magic et a complètement pris feu derrière la ligne, mais ce serait limitant. Moi, ce qui me plaît chez lui, c'est que de plus en plus, il s'affiche en leader. Vocal, patient et intelligent, il est devenu cette saison plus encore que Kyle Lowry, à mes yeux, la clé du dispositif de Nick Nurse. Cette saison, je trouve qu'il a trouvé le bon équilibre entre le scoring et la distribution, et ça mérite d'être mis en lumière. Maintenant, son adresse peut être remise en question, et il fait potentiellement partie de ces joueurs qui sont over-responsabilisés. C'est sûrement ce qui l'empêche d'être plus propre et qui ne lui permet pas d'accéder au tir supérieur. Tire tout maintenant où l'on aborde ce que j'ai nommé les superstars. Et ouais, beaucoup pensent que je sous-évalue les joueurs que j'ai mis là, mais je pense plutôt que eux sous-évaluent le respect pour les gars que je mets dans ce tir. Ici, je parle de Jaylen Brown, Shai Gilgeous-Alexander, Zach LaVine et CJ McCollum. Ça vous va en termes de level? On a de gros noms quand même, c'est dire le niveau qu'atteint cet échelon. Je commence par Jaylen Brown, qui je trouve est bien trop régulièrement sous-coté, ou qui est parfois surcoté par les gars qui pensent qu'il est sous-coté, mais ça c'est toute l'histoire de la NBA. À Boston, c'est souvent Jason Tatum
Tatum qu'on place sous les projecteurs, et pourtant que seraient les 6 sans Jaylen Brown? Le mec est d'une polyvalence à faire rougir les groupies de Charles Leclerc et de sa Ferrari. Puis je dois avouer que quand je le vois jouer, je n'arrive pas à m'empêcher de voir du Scottie Pippen en lui. Ultra efficace des deux côtés du terrain, il fait tout ce dont son équipe a cruellement besoin. Point, rebond, shoot de loin, interception, contre, transition, le mec a toute la panoplie du basketteur. S'il faut marquer 35 points, il le fera. S'il faut faire 8 ou 9 passes ou éteindre le meilleur joueur adverse, il le fera aussi, c'est fort. Perso, j'ai vraiment hésité à le mettre au tir au-dessus, mais je n'ai pas pu. Collectivement, il souffre réellement des mauvais résultats des Celtics. Lui-même affirmait récemment qu'à cause de ça, il sentait qu'il ne méritait pas vraiment sa sélection All-Star. Bon, je trouve ça un peu radical quand même, mais je comprends ce qu'il veut dire. En parallèle, je trouve qu'il ne domine pas assez individuellement pour compenser ce manque de wins. Et ouais, c'est compliqué quand t'es pas non plus le franchise player affiché de ta team. Alors du coup, ça se joue à peu de choses, c'est clair, mais à ce jour, je le trouve très bien au tier 2. Shai Gilgeous-Alexander, lui, a un profil différent. Ultra responsabilisé, il est devenu le leader évident d'une équipe d'OKC qui, sur le papier, affichait un effectif très pauvre. Sauf que contrairement à Colin Sexton que l'on abordait plus tôt, Shai, je trouve, a un vrai impact dans les wins de son équipe. Pour moi, au vu de comment il crée le jeu cette saison, pour lui ou pour les autres, il est un véritable meneur. Je ne rejoins donc pas forcément Basketball Référence, qu'il a mis arrière, mais bon, je respecte. En fait, je vais vous dire ce qui m'épate le plus chez lui. Souvent, quand l'on responsabilise un jeune joueur comme ça dans une petite équipe, celui-ci se met à croquer, mais sévère. Il score, il fait des stats, il fait même parfois des passes décisives, mais les déchets produits sont souvent gerbants. Eh bien, concernant SGA, ce n'est pas du tout le cas, au contraire. En tant que leader, il montre l'exemple, implique les autres et soigne bien comme il faut sa sélection de tir. Afficher un pourcentage supérieur à 50% quand on a un tel usage, c'est très fort. Le gamin sent le jeu divinement bien et arrive très bien à capitaliser sur ce que lui offrent les défenses. La maturité dont il fait preuve dans ses choix, c'est un régal pour les yeux. S'il continue sur cette voie et arrive à porter plus régulièrement le Thunder vers la win, l'imaginer au tier 1 dans quelques années ne me semble absolument pas déconnant. Place à Zach LaVine désormais, qui individuellement est un sacré client. En termes de stats d'ailleurs, il est largement au-dessus de tous les autres qui se situent à son échelon. Tout le jeu des Bulls passe par lui et lui aussi est d'une propreté fabuleuse. Mieux encore, les Bulls pour la première fois depuis bien longtemps sont dans la course aux playoffs, c'est fort. Billy Donovan a su impliquer LaVine et lui faire comprendre surtout qu'il ne pourrait pas tout faire tout seul, ça a fonctionné. Motivé comme jamais à l'idée d'accrocher la post-season pour la première fois de sa carrière, l'arrière en attaque est incroyablement dominant, ce qu'il montre me plaît beaucoup. Maintenant, même si j'adore ce joueur, je ne veux pas trop m'emballer non plus. Chicago n'a même pas 50% de victoire et quand même, en parallèle, il a de vrais points à bosser. Quand on perd près de 4 ballons par match et que l'on défend si peu, c'est difficile à mon sens de viser l'élite. Mais bon, peu importe, car ce que fait Zach LaVine cette année quand même est fantastique. Franchement, à mon sens, il ne lui manque que quelques wins et un peu d'investissement défensif pour se placer au tier 1. Enfin, on conclut cet étage avec CJ McCollum. Bon, lui aussi, c'est frustrant de ne l'avoir vu jouer que si peu. Blessé gravement au pied, il n'a plus foulé un terrain depuis le 16 janvier dernier, ça commence à dater. Donc clairement, l'échantillon est faible pour vraiment s'emballer. Par contre, waouh, quel début de saison il a fait. Maintenant, attention, ce que je vais dire est à prendre avec de grosses pincettes, et je sais que je vais un peu me faire taper dessus par les Lillard lovers, qui sont nombreux ici. Ça va, je crois que t'as l'habitude maintenant. Les gens, à force de déformer mes propos, vont croire que je le déteste à force, mais ce n'est clairement pas le cas. Sur le début de saison, honnêtement, j'ai limite trouvé que CJ, offensivement, était le meilleur joueur de sa team, ou pas loin. Du moins, ça se discute. Après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit non plus. Dame est et restera le leader de ces Blazers, et ce qu'il a montré depuis la blessure de son pote est phénoménal. Donc si je dis ça, ce n'est vraiment pas pour cracher sur Dame, mais plutôt pour encenser CJ. Sa perf à 44 points et 8 passes décisives en début de saison. Face à Houston, elle me fait encore vibrer. Surtout en sachant qu'il a réitéré encore plusieurs fois après. Donc un peu comme pour Jaylen Brown, McCollum souffre potentiellement de ne pas être le vrai leader de sa team. Il souffre aussi du fait de ne pas avoir joué assez de matchs pour confirmer la bonne impression que j'ai à son sujet. Ceci dit, il a commencé sa campagne vraiment sur les chapeaux de roue, avec des pourcentages hyper propres. Pour moi, ça suffit amplement pour conclure sur cet échelon 2 de très haut niveau. Allez, c'est l'heure du tier 1, c'est l'heure de parler des élites. Ici, on va parler de 3 joueurs, Bradley Beal, Devin Booker et Donovan Mitchell. Boum, ça envoie là, non? Bon, on commence par Bradley Beal avec qui je n'ai pas voulu être trop sévère. Et pourtant, le début de saison exaspérant des Wizards m'a vraiment fait hésiter à le placer au tier inférieur. Mais bon, faut arrêter de trop déconner quand même. Un pote dit souvent que se servir du supporting cast comme excuse pour expliquer un bilan, c'est un truc de loser. J'avoue que je le rejoins pas mal là-dessus. Mais mince, concernant Beal, on peut
quand même avouer qu'il n'a pas été verni. Westbrook, même si ça va mieux maintenant, a passé son début de saison diminué et a envoyé brique sur brique. Thomas Bryant s'est très vite blessé. Davis Bertans, même s'il remplit son rôle de shooter, est très irrégulier et ne répond pas vraiment aux attentes qui étaient placées en lui à la base. Deni Avdija et Rui Hachimura sont extrêmement jeunes. Et derrière ça, la profondeur du roster de ces Wizards, c'est le vide intersidéral. Pourtant, dans ce marasme, Bradley Beal, chaque soir, laisse ses tripes sur le terrain. Le mec est juste le meilleur scoreur de la ligue, et je ne voulais pas trop le pénaliser pour son manque de résultats. Son comportement jusque-là est irréprochable, et le joueur fait de son mieux pour impliquer tout le monde. Sur le terrain et hors du terrain d'ailleurs, je trouve ça bien. Il fait partie de ces gars qui, pour moi, méritent d'obtenir du succès. Et le level qu'il affiche match après match, qui pour moi est un cran au-dessus encore de celui de Zach LaVine, fait que, à mon sens, il mérite le tier 1. Ensuite, Devin Booker, le mec qui à l'issue du premier cut n'était même pas sélectionné pour le All-Star Game. Ça, c'était un vrai scandale pour moi. Je veux bien admettre à 100% que c'est l'arrivée de Chris Paul qui a transformé cette team des Suns en équipe vraiment qualitative, mais quand même, il ne faudrait pas oublier Booker. Le mec réalise une saison d'une de ses propretés, c'est ahurissant. 2 fois joueur de la semaine, récemment élu joueur du mois, les récompenses pleuvent pour l'arrière. Maintenant, bien sûr, il faut donner du crédit à CP3, je ne le cache pas. Désormais, Booker est allégé d'une bonne partie de la création, et ça lui fait du bien. Il possède à ses côtés un meneur qui saura le trouver où il faut, quand il faut, et ça aussi c'est une vraie plus-value. Sauf que après il faut les mettre les tirs, et là-dessus l'arrière des Suns c'est un expert, son éventail offensif ne semble comporter aucune faille. Pick and roll, mid-range, pénétration, pull-up, 3 points, il sait tout faire. Book est d'une élégance qui ferait presque bander un Clint Eastwood de 90 ans. Vous fermez vos gueules. Franchement, je vais m'arrêter là, je m'enflamme, je suis en train de déraper. Mais bon, pour conclure, Devin Booker, individuellement comme collectivement, possède tout pour appartenir à l'élite de son poste. Enfin, parlons de Donovan Mitchell. Ce que j'aime bien dans ce tier 1, c'est qu'on dispose de 3 profils bien distincts. Bill est celui qui gère le plus individuellement, mais qui galère le plus collectivement. Booker, lui, assure dans les 2 domaines, sans pour autant dominer la ligue dans l'un ou dans l'autre. Et maintenant, Donovan Mitchell, qui même s'il est dans les 3, celui qui affiche les stats offensives les plus basses, reste le meilleur joueur de la meilleure équipe actuelle de la ligue. Alors après, bien sûr, ce serait abusé de dire qu'à Utah, tout lui est dû. L'équipe fonctionne avant tout grâce à un très bon collectif et une complémentarité extrême de ses pièces. On parlait de ça tout à l'heure en évoquant Jordan Clarkson, il y a beaucoup de crédit à donner à Quinn Snyder. Mais ce qui me plaît vraiment chez Spida, c'est que cette saison, il a franchi un vrai cap. Même s'il a un peu levé le pied ces dernières semaines, le domaine dans lequel il m'impressionne le plus, c'est sa lucidité. En attaque, il fait très souvent les bons choix. Actuellement, il est sur des career high au shoot extérieur ou aux passes décisives et c'est significatif. Quand Mike Conley a manqué des matchs, Mitchell à la création a pris la suite sans souci, maîtrisant le pick and roll à la perfection en tant que porteur de balle. Il est capable de prendre sur ses épaules toute sa team, et là-dessus, il y a de quoi tirer son chapeau. Cette saison, je le trouve ultra focus, et c'est toute son équipe qui en tire des bénéfices, j'adore. Pour moi, la justesse fait davantage gagner les matchs que les chiffres, et avec Mitchell, cette saison, on a un vrai client. Gagner des matchs, c'est l'objectif numéro 1 dans un sport co, et pas de doute là-dessus, Mitchell, avec son jeu, engendre la win. Voilà pourquoi, pour finir cette vidéo, je pense que lui aussi mérite son tier 1. Voilà pour ce qui est des shooting guards, voilà pour ce qui est de mon 50e coast to coast. 50 déjà, que ça passe vite. Bon, vous en pensez quoi de tout ça? Je vous remets le résultat final. Déjà, je tiens à dire un truc qui est important. Cette pyramide là n'est absolument pas comparable avec celle des meneurs par exemple. Si l'on respecte les postes de basketball référence, je trouve qu'en NBA cette saison il y a bien plus de profondeur chez les point guards que chez les shooting guards. Certains du tier 1 aujourd'hui auraient très bien pu se retrouver au tier 2 chez les meneurs et vice versa. Donc je le répète, chaque épisode est à prendre de manière individuelle, alors merci de ne pas comparer. En tout cas, je vous attends dans les commentaires. Je veux une note sur 30. Pour vous, combien de joueurs ne sont pas à leur place ici? Dites-moi tout, je veux des noms et j'ai hâte de lire ça. Puis rappelez-vous, ce n'est pas parce qu'on n'est pas ok que ça vaut le coup de nous fâcher, hein. Moi je vous aime bien malgré nos désaccords. Cœur avec les doigts. Sinon vous le savez, pour avoir une vision complémentaire et différente de la NBA, c'est sur la chaîne YouTube de Basket Info que ça prend place. Récemment, on a sorti une vidéo sur l'un des moments les plus what the fuck de l'histoire NBA. Je vous invite à aller checker ça. Vous avez déjà vu des mecs commencer un match dans une équipe et la finir dans l'autre? Eh bien moi oui, on vous raconte ça là-bas. Pour débattre avec la commu et suivre mes projets au quotidien, vous connaissez, c'est sur Instagram et sur Discord que ça se passe. D'ailleurs sur Insta, mais aussi Facebook et Twitter, les choses sérieuses commencent dans mon tournoi des All-Time Teams, alors je vous invite vraiment à nous rejoindre sur ces réseaux pour apporter vos votes. Ouais, go soutenir votre équipe préférée afin qu'elle aille le plus loin possible. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. C'est ça le référencement l'équipe. Et si vous voulez aller encore plus loin dans le soutien, c'est sur Tipeee que ça se passe. Ouais, j'en parle moins en ce moment en début de vidéo pour éviter de vous saouler, et ça se voit parce que ces derniers temps, les chiffres baissent sévère. Du coup, plus que jamais, c'est primordial. Rendez-vous là-bas si vous voulez soutenir, mais ça, vu que vous êtes des vrais, vous le savez déjà. Alors merci aux tipeurs du passé, du présent, mais aussi à ceux du futur. À très vite.